février 2017, 1er février 2024, 7 ans déjà, depuis que l'opposant congolais Étienne Tshisekedi Wamulumba a quitté la terre de nos aïeux à l'âge de 84 ans. Les Congolais se souviennent de son combat en séjour au micro de Patience Lokeke. Et vous suivrez toujours dans cette édition, affaire Chéribin Okende, la famille de l'ancien ministre décide d'enterrer le député national assassiné il y a 6 mois. Mais fustige le fait de ne pas être en possession du rapport de l'autopsie. Vous suivrez dans ce journal l'avocat de la famille. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition de ce mois de février. Lassée d'une interminable procédure judiciaire, la famille de Chéribin Okende décide d'entamer les processus pour enterrer l'ancien ministre. Selon Maître Laurent Onyemba, l'avocat de la famille du défunt, la justice a mis à la disposition de proches de Okende les corps de l'ancien ministre assassiné il y a un peu plus de 6 mois dans des circonstances troubles. Les problèmes est que jusqu'à présent, la justice n'a mis à la disposition de la famille aucun rapport de l'autopsie. C'est ce que fustige ses proches. Je vous propose donc de suivre Maître Laurent Onyemba dans ses propos recueillis par Patrick Ilunga. Le père de M. Chéribin Okende, la veuve, ses enfants, ses frères et sœurs ont constaté que ça fait 6 mois que M. Okende a été assassiné dans des conditions crapuleuses. Quel n'a pas été son étonnement de constater qu'on a fait l'autopsie il y a 4 mois et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'issue de l'affaire. Elle a adressé plus de 7 courriers aux autorités du parquet, n'a jamais reçu la moindre réponse. C'est à peine que le divisionnaire du parquet vient de donner le draft d'une copie de la lettre du procureur signée depuis autour de la suite réservée à nos courriers. Et donc, le procureur vient de nous recevoir. Il a répondu que les corps étaient déjà à disposition de la famille de M. Chéribin Okende. Alors, la famille estime qu'on ne peut pas donner les corps sans avoir mis à la disposition de cette dernière les rapports de l'autopsie. Parce que si l'autopsie n'est pas à la disposition de la famille, eh bien, la famille n'a aucune latitude de la contester et de demander une contre-expertise. Mais parce que la famille est aux abois, la famille est fatiguée de prolonger ses deuils, elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Chéribin Okende sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque. Parce que le chef de l'État, qui est le champion de l'État de droit, a dit que la justice devrait faire la lumière sur l'assassinat de M. Okende. Le gouvernement s'est réuni. On a contacté les pays amis pour exiger l'expertise avérée en vue de participer à l'éclosion de la vérité. Mais que la famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que 6 mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapuleux. Je l'ai annoncé dans les sommaires, sait-on déjà, depuis que l'opposant congolais Étienne Tshisekedi Wamulumba a quitté la terre de nos aïeux de suite d'une embolie pulmonaire à Bruxelles. Les Congolais gardent à l'esprit son combat de la lutte pour la liberté d'expression et l'instauration de l'état de droit, avec son slogan « Le peuple d'abord ». Je vous propose de le suivre ici au micro de Patience Lokeke. Sait-on jour pour jour depuis la mort le 1er février 2017 de Étienne Tshisekedi Wamulumba, opposant et ancien premier ministre congolais, fondateur du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. 7 ans après sa mort, les Congolais se souviennent d'un leader dont la vie fut dédiée à la défense des intérêts du peuple congolais avec son slogan « Le peuple d'abord ». Le premier opposant, c'est lui qui a démocratisé même notre chère République. Alors, en ce jour, ce que nous pouvons retenir de cet homme, nous devons toujours continuer ces luttes. Ce sont des personnes qui se sont battues pour notre République. Si aujourd'hui nous avons quand même la liberté de parler, de s'exprimer, c'est grâce à ces grands messieurs-là. La plus grande chose que je peux garder pour lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se salir les mains pour de bonnes valeurs. Il a lutté au prix de sa vie pour donner à notre nation ce que je peux dire, ce que nous avons aujourd'hui. Cela veut dire cette liberté, la liberté d'expression, la liberté
Je crois que le meilleur est à venir, mais la personne, c'est une très grande personne. Et je retiens sa morale et ses valeurs. Né en 1932, l'opposant congolais Étienne Tshisekedi est mort à l'âge de 84 ans à Bruxelles en Belgique. Il a été inhumé à Kinshasa 28 mois après son décès. Une brève dans cette édition, publication du calendrier électoral réaménagé par la CENI. En voici quelques dates principales. Le 29 avril 2024 est prévu les élections des députés nationaux et provinciaux à Yakoma et Massimanima, précédées d'une campagne électorale de 30 jours. Puis, les 31 mars 2024, élection de sénateurs précédée d'une campagne électorale de 3 jours. Le 11 avril interviendra les élections de conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints du 1er au 20 juillet. Autre chose à présent, une avancée significative vient d'être enregistrée dans le processus de la pacification en Ituri. Pour preuve, les groupes d'autodéfense des communautés victimes de l'Ituri s'est ajouté sur la liste de ceux qui signent l'acte d'engagement pour la paix dans cette partie du pays, conformément à l'appel du chef de l'État. Je vous propose donc de suivre ces reportages. Ils ont déposé officiellement leur acte d'engagement pour la paix. Il s'agit de ces groupes d'autodéfense pour les communautés victimes de l'Ituri qui a ainsi adhéré ce lundi 29 janvier à l'histoire glorieuse de la restauration de l'autorité de l'État, mission principale de la mise en place de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Pour arriver à ce stade d'engagement solennel au processus de paix et notre engagement vis-à-vis du gouvernement, il a fallu une longue période d'au moins 3 ans, émaillée de différents mensonges formulés à nos égards par des politiciens démagogues de l'Ituri, ainsi que certains de nos communautés qui trouvent leur intérêt dans le sang des innocents qui coulent en Ituri. Vous qui n'avez plus besoin de la paix en Ituri, nous vous rappelons que Dieu existe et la justice existe aussi. Pour l'acteur politique Luc Malembe, cette adhésion est un pas de plus franchi pour la cessation des hostilités. Avec l'adhésion de ce groupe en fait au processus de paix, je crois qu'on vient de couper à Codeco les raisons de continuer à tuer. Parce que longtemps, quand Codeco tue, il répondait aux provocations des Zaïre. Pour sa part, le vice-gouverneur de l'Ituri, le général Raus Tchaloué, a au nom du gouverneur militaire appelé ces jeunes à désarmer aussi leur cœur. Nous vous exhortons de demeurer dans le dit processus et de dire non à toute forme de manipulation. Nos sincères félicitations. Je demande aussi à tous les jeunes Ituriens de désarmer aussi le cœur de la haine, qu'on vive ensemble. Notons que l'état de siège instauré par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé ici en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, a prouvé jusqu'ici que la paix en Ituri était possible avec l'engagement de filles et fils de l'Ituri, à l'instar de plusieurs groupes armés qui ont déjà adhéré au processus de paix, notamment la Codeco, le FPIC, le MAPI et autres. D'une province à une autre, des dégâts matériels ont été causés par de fortes pluies enregistrées dans le centre de Niabiboué, village de Kaboulo 2, groupement de Mbinga Nord dans la chefferie de Bouavou à partir de la soirée du mercredi 31 janvier au jeudi 1er février 2024. Delphin Berengue, président du cadre de concertation territoriale de la société civile de Kalayé, nous explique la situation. Il est joint au téléphone par Francine Moukeba. De fortes pluies torrentielles se sont abattues la soirée du mercredi 31 janvier 2024 à partir de 16h, étant à la base de plusieurs dégâts dans le centre de Niabiboué, groupement de Mbinga Nord, chefferie de Bouavou, tels que plusieurs maisons sont sous menace des éboulements et d'autres endommagées. Une fille de plus de 10 ans disparue,
La circulation et ou communication entre les sous-villages d'Nkoubi et les différentes avenues du centre de Nyabibou est coupée. C'est pourquoi nous demandons à la population de quitter les endroits dangereux pour prévenir plusieurs conséquences et à l'office des routes du Sud Kivu de disponibiliser d'une manière urgente des engins en bon état pour accélérer les travaux de l'ouverture du tronçon routier Nyamukubi, Nyabibou et Minova sur la RN2. Ceci aidera à lutter contre les mauvaises conditions socio-économiques des habitants. Rendons-nous à Kananga. Les résidents de ces coins du pays, dans la province du Kasaï central, sont confrontés à une pénurie d'eau potable persistante qui affecte leur quotidien. Depuis plus de 30 jours, l'accès à l'eau potable est devenu un défi majeur obligeant les citoyens à parcourir de grandes distances pour obtenir de l'eau pour leurs besoins essentiels. Je vous propose de suivre dans cet élément les détails. La racine du problème remonte au 26 décembre, lorsque des inondations endommageaient l'installation de traitement de la Régie des eaux, le principal fournisseur d'eau. La pénurie d'eau a plongé la communauté dans une lutte quotidienne pour l'accès à l'eau, avec le scène quotidien de résidents, en majorité des femmes et des enfants, transportant des récipients à travers la ville dans l'espoir de trouver un approvisionnement fiable. Le point de distribution de la Régie des eaux sont à sec, exacerbant la crise. La société civile exprime ses désarrois face à cette situation critique. Vit un véritable calvaire, on ne sait pas s'approvisionner en eau potable. C'est autant vous dire que la population est exposée depuis la fin de l'année à des maladies hydriques. Le pire est à craindre avec les petits-enfants et les femmes. Et la mortalité n'est pas à craindre. Et donc, ça, c'est les calvaires que nous avons. On peut observer à des endroits des longs files d'attente, là où les femmes, les filles sont exposées à longueur de journée, attendant à avoir quelques gouttes dans des bassins, dans des bidons, pour aller servir à la fois à des travaux ménagers, l'eau de boisson et consorts. C'est vraiment un véritable calvaire, une catastrophe qui s'accompagne. Et là, quand les femmes et les filles sont dans cette quête de l'eau-là, les violences ne se cherchent pas. Elles sont exposées à plusieurs formes de violence. Et donc, les cris d'alarme ont été déjà lancés pour que le gouvernement provincial tente d'apporter des solutions immédiates et tout ça, ça n'a pas tenu. Ils ont promis que le gouvernement central devrait s'impliquer et nous attendons jusque-là, mais les autorités, le gouverneur a été élu comme député national, il est allé déjà siéger, la province est entre les maîtres intérimaires. Nous continuons à lancer cet appel au gouvernement central pour dire que la population de Kananga se meurt à petit feu et le pire est à craindre les maladies hydriques, les morts qui vont s'en suivre et d'autres conséquences sur les hommes, les femmes et les enfants. Le coût de l'eau a également grimpé. Certaines familles dépensent jusqu'à 5 000 francs congolais quotidiennement pour s'approvisionner en eau. Un fardeau financier non négligeable lorsque le prix varie entre 1 000 et 1 500 francs congolais par bassin. La communauté appelle à des actions immédiates pour restaurer l'approvisionnement en eau. Pendant ces temps, la Régie des eaux s'efforce de réparer les dégâts causés par les inondations. Pendant ces temps, la Régie des eaux s'efforce à réparer les dégâts causés par les inondations à son usine de traitement, bien que le calendrier pour le rétablissement complet du service reste incertain. Une autre brève dans ces journaux. Au cours de la semaine allant du 29 janvier au 3 février 2024, le prix moyen de principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo affiche une tendance oscillant entre hausse et baisse des prix sur le marché international. C'est ce qui renseigne les projections de Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. Alors que le cuivre est donc en hausse cette semaine de 8 291 $ la tonne contre 8 273 $ la tonne la semaine passée, les cobaltes affichent une baisse cette semaine de 28 439 $ la tonne contre 28 445 $ la tonne la semaine précédente. Mesdames et messieurs, rendons-nous à présent en dehors de nos frontières.
Pour l'exercice budgétaire 2024, la République centrafricaine prévoit la hausse de ses recettes intérieures à 160 milliards de francs CFA contre 140 milliards de francs CFA en 2023. Pour parvenir à ces objectifs, les gouvernements décident de mettre fin à l'exonération de l'importation du riz et de la farine de blé. Les autorités décident donc par ailleurs de taxer les huiles de cuisson, y compris celles en provenance du Cameroun. Suivez. Les autorités ont introduit en République centrafricaine dans la loi de finances de 2024 un certain nombre d'innovations, dont celle qui met fin à toutes les exonérations sur le riz et la farine. L'objectif est d'atteindre des recettes intérieures de 160 milliards de francs CFA en 2024, après 140 milliards de francs CFA en 2023. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a instruit le gouvernement de continuer de travailler en bonne intelligence avec les partenaires techniques et financiers pour poursuivre le chantier des réformes restantes, notamment une meilleure collecte des droits et impôts afin de sécuriser les recettes de l'État. La décision du gouvernement centrafricain de fiscaliser le blé, le riz et la farine, qui jadis ne l'était pas pendant les exercices budgétaires qui ont précédé l'actuel, c'est-à-dire l'exercice budgétaire 2024, aura pour principale conséquence l'augmentation des recettes parce qu'en fait, ces produits entraient en République centrafricaine en franchise de droits de douane. Donc actuellement, ils espèrent obtenir au moins 20 milliards de recettes en termes de fiscalité de porte. Parce qu'en fait, comme c'est les importations, le principal poste qui est souvent assez grand pour l'État, c'est la fiscalité de porte, c'est-à-dire pour franchir le cordon douanier et entrer à l'intérieur du pays. Selon le gouvernement centrafricain, les gains fiscaux douanières potentiels à réaliser par l'État conformément à la levée des exonérations sur un produit comme le riz sont donc importants, même si les revers, notamment pour les consommateurs finaux, sera une hausse plus prononcée du kilogramme de cette céréale qui coûte déjà entre 1500 francs CFA et 2000 francs CFA après avoir connu une hausse de plus de 40% depuis 2022. La diminution du pouvoir d'achat des populations à la base. Les gens qui avaient l'habitude d'acheter 1 kg de riz par exemple à 500 ou 600 francs seront désormais obligés de chercher un peu 2, 3, 4 ou 6 francs ou 10 francs ou 20 francs ou 50 voire 100 francs supplémentaires ailleurs pour majorer sur leur budget qui jadis était dédié à l'achat des céréales à l'intérieur de la maison, à l'intérieur des ménages. Donc voilà l'autre conséquence, c'est-à-dire la cherté du coût de la vie et par voie de conséquence la diminution du pouvoir d'achat des populations aussi, parce qu'en fait leur demander d'acheter ce qu'ils achetaient hier à 100 francs, leur demander de le faire à 110 ou 120 francs, c'est une façon de diminuer leur pouvoir d'achat. Donc cherté de la vie. L'un des leviers à auctionner pour plus d'efficacité, conformément aux recommandations formulées par les Fonds monétaires internationaux en octobre 2023, était la rationalisation des exonérations fiscales et le renforcement de la collecte de la TVA des recettes douanières que le gouvernement considère également comme tremplin pour atteindre l'objectif ambitieux fixé en matière de recettes. Quittons le Centrafrique pour la Sierra Leone. Le 30 janvier 2024, le gouvernement de la Sierra Leone a officiellement lancé les plans de développement national à moyen terme pour 2024-2030 intitulé « Un programme d'accélération transformateur pour la sécurité alimentaire, les développements du capital humain et la création d'emplois » visant donc à créer au moins 500 000 millions de nouveaux emplois pour le jeune d'ici 2030, à favoriser une économie sans numéraire marqué par une inclusion financière accrue, un gouvernement dynamique et un système d'administration publique qui prospère grâce à l'efficacité et à l'innovation. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément. Le 30 janvier 2024, le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a officiellement lancé le plan de développement national à moyen terme pour 2024-2030 intitulé « Un programme d'accélération transformateur pour la sécurité alimentaire, le développement du capital humain et la création d'emplois ». Ce plan de transformation vise à atteindre 5 objectifs d'ici 2030, un pays autosuffisant sur le plan alimentaire, une main-d'œuvre hautement qualifiée, la création de 500 000 nouveaux emplois pour les jeunes, une économie hautement productive avec un PIB de 810,6 milliards de dollars et un service public compétent et efficace.
Pour concrétiser cette grande vision, il est essentiel d'avoir une synergie et un alignement à tous les niveaux du gouvernement. Les fonctionnaires et les hommes politiques doivent travailler à l'unisson pour atteindre notre objectif commun, améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Selon le président Julius Maada Bio, la démocratie prospère lorsqu'elle est soutenue par un développement réel. Le plan de développement 2024-2030 prévoit également l'expansion de la production d'énergie avec un plan de ressources intégré, une capacité de production d'électricité de 29 500 MW à partir de l'énergie éolienne, de 6 000 MW à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, ainsi que le développement de systèmes de transport avancés reliant les centres de production au marché. Le gouvernement a également prévu que ce nouveau plan de développement national propulsera la Sierra Leone vers l'objectif d'un pays à revenu intermédiaire d'ici 2039. In pursuing the 2030 agenda, dans la poursuite de l'agenda 2030, nous devons prendre la résolution de ne laisser personne de côté. Nous défendrons avec la plus grande ferveur l'inclusivité en reconnaissant la valeur intrinsèque de chaque individu, quelles que soient ses circonstances. Des progrès ont été accomplis, mais nous reconnaissons que le chemin à parcourir est semé d'embûches. Toutefois, ces embûches mettent également en évidence les possibilités d'innovation et de collaboration. La Sierra Leone a connu d'énormes améliorations par rapport au plan de développement précédent, comme en témoignant les progrès significatifs réalisés dans le cadre du programme d'éducation scolaire gratuite et de qualité, avec plus de 8 000 nouveaux apprenants introduits. Le plan de développement national à moyen terme du pays pour 2024-2030 s'appuie sur des cadres régionaux et mondiaux, notamment la vision 2050 de la CEDEAO, l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies, incarnant une vision réaliste et globale pour la nation. Ainsi prend fin ce journal de cette première édition de ce mois de février, mais je ne peux vous quitter sans vous rappeler les deux principaux titres de cette édition. Le 1er février 2017, 1er février 2024, 7 ans déjà, depuis que l'opposant congolais Étienne Tshisekedi Amulumba a quitté la terre de nos aïeux à l'âge de 84 ans. Les Congolais se souviennent de son combat en ce jour. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Autre chose, affaire Chéribin Okende, la famille de l'ancien ministre décide d'enterrer le député national assassiné il y a un peu plus de 6 mois. La famille fustige le fait de ne pas être en possession du rapport de l'autopsie. Vous avez suivi dans ce journal l'avocat de la famille. C'est par ici que nous bouclons la boucle, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bon début du mois à tous.